Bonjour Sandy, Coucou Marie. comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien. Ouais, en ce mois et demi de confinement. Eh bien écoute, voilà, on peut dire que quand même, lorsqu'on vit à la campagne, on a un petit peu plus de chance que les citadins, donc je vais pas me plaindre avec Ouais, un jardin et... c'est clair. Alors aujourd'hui, on va parler diversification alimentaire dans le cadre des Ouais, mails que j'envoie aux parents quotidiennement. C'est un sujet qui m'a été souvent demandé. J'ai fait appel à toi parce que on a déjà animé, enfin co-animé toutes les deux des ateliers en présentiel autour de cette thématique mhm. avec mon petit doigt Madi à Brive. Et puis je me suis dit que ce serait bien de formaliser tout ça sur un audio que les gens pourraient reprendre quand ce sera le moment pour eux. Ouais, super. Donc on va faire ça sous forme de petite interview. J'ai préparé quelques questions. J'ai recueilli aussi des questions de parents sur Instagram et sur Facebook. Mhm. Puis voilà, on va y aller. Ok, ok. Alors, ma première question, c'est qui es-tu? Alors, vaste question. N'est-ce Donc pas? je suis Sandy Tournier. Je suis maman d'un petit garçon qui a 6 ans. Ouais. Euh, donc je suis naturopathe. Donc ça a été un choix de reconversion il y a une dizaine d'années. Mhm. Voilà, j'ai fait divers travails, mais jamais par vocation. Et puis je me suis toujours intéressée à l'alimentation et à la nutrition. Et lorsque j'ai découvert la naturopathie, bien j'ai su que voilà, c'était mon domaine, ma voie. Et donc, je me suis formée. Donc, la naturopathie, en fait, c'est vraiment un volet de santé qui est en complémentaire par rapport à ce qui existe déjà, Mhm. mais qui aborde l'individu vraiment différemment parce il le prend dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle une médecine holistique. On Ouais. ne reste pas que sur le plan physique, mais aussi d'autres plans comme le plan émotionnel, psychologique, environnemental, etc. Et vraiment, en naturopathie, ce qui me plaisait énormément, c'est qu'en en fait, on est vraiment dans la recherche des causes, en fait, des problèmes, et Mhm. d'aller travailler ensemble sur ces causes Ouais. pour que les personnes deviennent vraiment acteurs de leur santé. Et donc voilà, donc c'est très très intéressant. Et puis voilà, et puis en fait, lorsque j'ai eu mon petit garçon il y a 6 ans, j'ai découvert un autre domaine qui est devenu ma passion, qui est le domaine de l'enfance et en général de la parentalité. Et puis voilà, j'ai commencé à beaucoup lire. Bon, il y avait des choses pour moi qui étaient naturelles, hein, comme par exemple l'allaitement, le cododo, le portage. Et puis j'ai commencé à beaucoup lire. Et puis ça m'a tellement passionnée que j'ai décidé de me former, donc sous D'accord. l'égide d'Isabelle Filiosa, et pour devenir maintenant coach parental. Et c'est par ce biais-là qu'on s'est connus. Et c'est par ce biais-là qu'on s'est connus. Voilà. Et puis en fait, le lien de ce thème de la diversification, en fait, donc le thème de l'alimentation se regroupe autant sous l'égide de la naturopathie que du coaching. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur depuis tout le temps. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Super. Alors, là, ensemble, on va parler DME. Donc, la Oui. DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pratiqué personnellement? Comment ça t'est venu de t'intéresser à cette thématique de l'alimentation chez le jeune enfant? Alors, déjà, la thématique de l'alimentation m'a toujours intéressée parce que je voyais bien que c'est le carburant qui est pour nous essentiel et qui est en fait vraiment adapté à chaque personne. Mm. Lorsque j'ai eu mon fils, est arrivé évidemment vers les 5-6 mois ce questionnement de la diversification. Alors pour te dire, en fait, pendant mes études de naturopathie, on avait évidemment abordé ce thème de la diversification. Et déjà à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient, c'est qu'on nous avait appris vraiment quelque chose de très protocolaire, dans lequel à 6 mois, il fallait donner des purées en commençant par les légumes, et qu'un légume à la fois pendant plusieurs jours avant d'introduire un autre légume. Et en fait, ça a beaucoup tourné dans ma tête parce que je trouvais ça pas du tout logique qu'on applique Mm. ce même processus pour tous les enfants au même âge. Et puis, si on réfléchit un peu avec un peu de cohérence, quand même, on s'aperçoit que
que dans l'histoire de l'humanité, en fait, le fait de vraiment faire une alimentation très spécifique pour le bébé, toujours mixée, est le cas depuis très peu de temps, et surtout dans nos pays occidentalisés. Donc voilà, donc déjà c'était déjà un questionnement pour moi, et je ne me sentais pas en fait en accord avec ce style de diversification. Et puis après, en fait, dans mon approche de l'enfant, pour moi, il était essentiel d'être à l'écoute de l'enfant. Et puis, donc moi, en fait, avec mon fils, j'ai fait un peu au feeling, parce qu'à l'époque, donc j'avais pas encore mis des mots sur la DME. Ouais, d'accord. Et puis voilà, donc en fait, j'ai pratiqué ce qu'on peut dire le mixte, où j'avais des purées, mais en même temps, je le laissais découvrir des morceaux. Donc on verra après on dit que c'est mixte, mais évidemment, il y a des conditions qui sont importantes, comme jamais de mettre de morceaux dans la bouche de l'enfant. Et donc voilà, donc en fait je me suis vraiment intéressée à ce sujet, et quand j'ai entendu parler de DME, qui est en fait une diversification plus naturelle, je dirais moi, et bien ça tombait sous le sens pour moi. Ok. Donc alors c'est quoi la DME pour les gens qui connaissent pas? Alors la DME, tout d'abord, qu'est-ce que la diversification en général? La diversification, c'est en fait ce long processus qui va mener le bébé d'une alimentation qui est totalement composée de lait à une alimentation qui sera totalement diversifiée. Avec évidemment des petites quantités de lait jusqu'à un certain âge. Donc en fait, cette période de diversification, elle va des 6 mois jusqu'aux 2-3 ans. D'accord. Donc là, actuellement, nous, on distingue en fait la diversification classique, traditionnelle, donc c'est-à-dire avec des purées, de la diversification menée par l'enfant, qui est donc plus de proposer des morceaux à l'enfant, et puis le fait qu'il se nourrisse seul. Mais en fait, la DME, c'est pas que donner des morceaux à son enfant, c'est vraiment une philosophie en soi. Et le rôle du parent va vraiment se limiter à offrir des aliments qui vont être sains et variés au bébé qui va s'alimenter tout seul. Donc c'est vraiment, ici, lorsque on dit que le bébé s'alimente seul, c'est-à-dire qu'il va choisir les aliments dont il a besoin, et on va vraiment estimer qu'il mange toujours assez pour lui. D'accord. Donc il y a vraiment Donc souvent, c'est vrai qu'on entend parler de la DME en disant que c'est la méthode pour les bébés allaités. Ouais. Bon, alors, en partie, c'est vrai que les bébés allaités, on peut dire qu'ils ont déjà une certaine expérience qui les prédispose, en fait, à la DME. Ouais. Tout d'abord, par exemple, par rapport à la connaissance des signaux de faim et de satiété. Parce que lorsqu'on allaite, on laisse son bébé gérer son alimentation seul, on ne contrôle rien, c'est un grand lâcher-prise. Ensuite, c'est vrai que les bébés qui allaitent sont plus exposés, on va dire, à une variété au niveau des goûts. Ouais. Parce qu'évidemment, ce que mange la mère teinte son lait. Donc le bébé sera... Voilà. Et puis, le bébé va aussi gérer lui-même la quantité de lait qu'il mange. Donc voilà, la maman lâche prise et laisse son bébé seul, vérifier la quantité de lait. Donc c'est vrai que la DME est vraiment une véritable continuité par rapport à l'allaitement. Mais les bébés au biberon seront tout à fait aptes et capables, comme les bébés allaités, Oui, on peut très bien ne pas allaiter son bébé et choisir une DME pour... Complètement, ils seront aussi très bien à se nourrir seuls, ça, il n'y a aucun souci. Bon, il y aura des petites différences. Bon, effectivement, par exemple, par rapport aux saveurs, ils découvriront des nouvelles saveurs, donc certains bébés pourront se montrer un peu plus ou moins sceptiques. Ouais. Mais bon, voilà. Et puis, ça sera aussi de faire attention pour le parent à ce sentiment de satiété, donc attention aux signaux que peut montrer le bébé qui annonce qu'il a plus faim, qu'il a terminé son repas. D'accord. Voilà. Ok. À partir de quand on peut commencer du coup? Alors, ça c'est la grande question. C'est vrai que souvent, aux alentours des 4-5 mois, les mamans commencent à être impatientes de vouloir faire découvrir les solides à leurs petits. Surtout que c'est un âge où, en fait, le bébé n'est plus un nouveau-né, il change tous les jours, il est de plus en plus éveillé, il montre de l'intérêt pour toutes les activités, souvent il a vraiment envie d'attraper tout ce qui se passe sur la table. Mais quand même, c'est que, donc, surtout pour la DME, le hic, c'est que vraiment, la DME va demander une maturité du système émasticatoire et digestif, et au niveau de la motricité.
Mm. Et donc, et ça, cette maturité, elle est rarement présente chez les bébés de 5 mois et puis jamais chez les bébés de 4 mois. Donc vraiment, on peut dire qu'ils sont prêts déjà lorsqu'ils ont atteint 6 mois. En plus, c'est vraiment les recommandations officielles de différents organismes de santé, dont l'OMS. Mm. Donc vraiment, c'est attendre les 6 mois. Et en plus de ça, il faut aussi que le bébé puisse se tenir assis, sans support. Ouais. Alors là, il ne s'agit pas de dire que le bébé, dans son salon, est capable de se mettre assis tout seul et peut tenir comme ça pendant des heures. Non, c'est pas ça. C'est vraiment qu'il ait assez de tonus musculaire pour se tenir le tronc droit. Mm. Et ça, afin d'éviter que les épaules tombent en avant et que même le bébé ait la capacité de se tenir assis et qu'il ait assez acquis de muscles au niveau du cou pour éviter que la tête bascule. D'accord. Et qu'il puisse tenir cet axe bouche-œsophage bien aligné pour faciliter la digestion. D'accord, ok. Donc voilà, donc un bébé de 6 mois qui sait se tenir debout, donc ça on peut le voir tout simplement en Assis, mettant le assis, bébé pas sur ses debout. genoux. Excuse-moi, assis. Debout en courant. C'est ça. En mettant le bébé assis sur ses genoux, et s'il tient tout seul 10 minutes, droit, c'est qu'il est capable de manger, de commencer la DME. D'accord. Il y a aussi une troisième chose qui est importante, c'est que l'enfant en fait doit pouvoir facilement prendre des objets et les mettre dans sa bouche et viser juste la plupart du temps. D'accord. Donc ça c'est voilà, c'est un signe ça montre que il a un développement suffisant et qu'il est assez mature. Et en fait, ce signe montre que c'est au niveau du système masticatoire et digestif que l'enfant est prêt. Mm. Donc si l'enfant vit seulement une fois sur deux sa bouche, c'est que du coup là, il n'a pas encore suffisamment les habiletés de mastication. Ok. Donc voilà. Et alors, si mon bébé a 6 mois et il est toujours pas prêt, c'est pas grave si j'attends un petit peu. Ah ben non, pas du tout. Donc ça, c'est aussi important. On dit à partir de 6 mois, mais comme dans tout le reste de l'accompagnement de l'enfant, évidemment, donc chaque enfant est unique. Donc à 6 mois, il peut avoir envie de se jeter sur la nourriture, comme pas du tout et ne pas être intéressé. Donc il faut savoir quand même que vraiment l'alimentation, le lait reste l'alimentation principale de l'enfant, déjà sa première année. Mm. Donc c'est absolument pas grave et inquiétant si l'enfant à 6 mois ne manifeste pas d'intérêt. Jusqu'à 6 mois, le lait fait partie quand même 100% de son alimentation. Ouais. Et jusqu'à 9 mois, c'est encore, ça va se réduire petit à petit jusqu'à devenir de 90%, 80%. Ok. Et du coup, quel est l'avantage de la DME par rapport à une diversification classique? C'est quoi l'intérêt de choisir plutôt l'une que l'autre? Alors, l'avantage, c'est tout d'abord, on va dire, le respect par rapport à l'enfant et à l'écoute de soi. C'est-à-dire que vraiment ici, dans la DME, on considère que l'enfant est tout à fait capable de savoir ce qui est bon pour lui et en quelle quantité. Mm. Et c'est la même chose que pour l'allaitement. C'est-à-dire que là, on ne contrôle rien. Et l'allaitement est extraordinaire parce que justement, l'enfant sait très bien, évidemment inconsciemment, ce dont il a besoin, que ce soit en apport d'acides gras, en apport de glucose, de sucre ou plutôt de matière de protéines, par exemple. Et pour ça, il va s'auto-contrôler dans l'allaitement. Et il y a 3 critères qui vont rentrer en jeu. La durée de la tétée, s'il a envie de téter ou pas les 2 seins, et l'espace qu'il a entre les 2 tétées. Mm. Et ça, en fait, si il vide un sein complètement, c'est qu'il aura envie d'aller chercher plutôt de la matière grasse. S'il reste plutôt sur le début de la tétée, il passe vite un deuxième sein, c'est qu'il aura plutôt envie de glucides. Enfin, envie, besoin. Donc en fait, cet autocontrôle, on peut se dire qu'il existe aussi après. Et c'est vraiment faire confiance à son enfant qu'il est capable de se contrôler et de savoir ce dont il a besoin. Et puis c'est un cadeau pour toute la vie parce qu'on imagine que toute la vie après, en niveau alimentation, il saura savoir ce qui est bon pour lui et en quelle quantité. Donc ensuite, les avantages. Les avantages, c'est que déjà on donne une autonomie à l'enfant très tôt. Donc il se nourrit seul. Et finalement, le parent n'aura quasiment jamais besoin de le nourrir. Donc c'est plutôt chouette. En plus, il fait partie intégrante de la vie familiale. Hein. Il se met à table avec nous et puis on lui propose des aliments de notre repas. Ensuite, les avantages aussi pour la maman, c'est qu'il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel pour faire les purées. Et puis de se creuser la tête à déjà tout un programme sur l'introduction des aliments
voilà, et préparer un menu spécial bébé. Donc l'enfant partagera notre repas. Ok. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, super. Le seul petit inconvénient, c'est juste que effectivement l'enfant peut en mettre partout, parce qu'au début ça va être une découverte avec ses 5 sens, donc il va sentir les aliments, il va les écraser, il va les toucher avec ses mains, et puis il y en aura souvent au début plus par terre que dans la bouche. Donc c'est le seul petit inconvénient pratico-pratique. C'était une des questions que j'avais eues d'une maman qui me disait que faire si bébé jette la nourriture par terre. Ben, tu Eh ramasses. bien, t'achètes un chien. Un chien où effectivement, ben voilà, tu ramasses. Donc c'est pour ça qu'au début, on peut décider de donner des petites quantités pour éviter de... Bon, après, il y a des petites astuces qu'on trouve aussi sur les groupes Facebook, etc., pour faire par rapport à tout ce qui est au début pas avalé par l'enfant et seulement exploré, donc rejeté. Ouais. Donc il y a plein de trucs et astuces pour ça. Ok. Est-ce que si j'ai commencé par une diversification classique, je peux passer en Oui. DME? Alors, oui, c'est tout à fait possible. Alors en fait, là, on peut dire qu'il y a deux choses, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de la mixité, c'est-à-dire manger et à la fois purée et à la fois morceau, ou le cas de figure de j'ai commencé par une diversification classique et j'aimerais passer à une DME. Si une maman s'interroge en se disant 6 mois j'aimerais la DME mais pas complètement et garder des purées, bon, j'ai envie de dire que en fait il y a aucun avantage à faire la DME et la purée en même temps. Parce qu'en fait, il est tout à fait capable de se nourrir seul et de commencer par la DME. Ouais. Alors oui, ce que j'ai pas dit au départ, c'est que est-ce que tous les bébés peuvent pratiquer la DME? J'ai envie de dire que oui, sauf si il y a des pathologies ou des dysfonctionnements qui ont été déclarés, ou si l'enfant a un développement moteur spécialement lent. Ouais. Et dans ces cas-là, il sera peut-être mieux de commencer par une diversification classique. Mais voilà, mais en général, tous les bébés peuvent commencer par une DME. Donc souvent, les parents se disent que par exemple, le bébé n'a pas de dents, mais il faut savoir que les gencives sont très très puissantes et peuvent vraiment écraser les morceaux. Il y a aussi une disponibilité des parents quand même qui doivent accepter que le bébé mange lentement. Et donc c'est vrai que les purées vont beaucoup plus vite, mais en même temps voilà, du coup c'est là où c'est là une philosophie qui est différente. Voilà, la peur aussi, et ça j'en parle aussi lorsqu'il s'agit des jeunes enfants, cette peur que le bébé ne mange pas assez. Donc, oui, j'avais cette question, ouais. En fait, les bébés mangent toujours à leur faim et il faut vraiment, dans ce cas-là, leur laisser du temps et du choix. Alors, du choix, il ne s'agit pas de sortir tout ce qu'on a dans le frigidaire, mais en tous les cas, d'avoir 2, 3, 4 choix, comme nous à table, en fait. Ouais. Et voilà. Et surtout le temps, lui laisser le temps. D'accord. Et donc, voilà. Ensuite, que ce soit au biberon ou à l'été, les enfants ont les nutriments importants déjà dans le lait. Donc ce qui sera important, donc il manquera de rien, on va dire, et aussi quand on essaie évidemment de choisir des aliments plutôt de qualité supérieure, bio, de faire attention à ça dans le choix. Donc voilà, donc par rapport à nourrir un enfant des deux, là il y a vraiment des conditions qui seront très importantes. C'est que vraiment, on n'en a pas parlé, mais il y a des règles en fait en DME qui sont importantes, et notamment de ne jamais mettre quelque chose dans la bouche de l'enfant. Parlons-en de ces règles, du coup, de la bonne tenue d'une DME sécurisée, et voilà. Voilà, alors déjà, il y a quelques règles, effectivement, c'est que vraiment, déjà, la philosophie, c'est qu'avant 1 an, la nourriture doit vraiment rester une découverte et un divertissement. Donc vraiment, ça, c'est à avoir en tête pour ne pas se mettre de pression. Respecter le rythme de l'enfant, donc vraiment que ça soit au début. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas 6 mois. À 6 mois, hop, on commence. C'est quand l'enfant est prêt. Donc, ça peut être 6 mois, 6 mois et demi. Et un grand principe et une grande règle, c'est qu'une fois que vous proposez des aliments à l'enfant, eh bien, on ne touche plus. C'est-à-dire que c'est lui qui met tout ça à sa bouche. On ne porte jamais de rien à la bouche de l'enfant.
D'accord. Donc c'est pour ça que quand on fait mixte, il faut vraiment être très au clair avec ça. C'est qu'en fait, lorsqu'on fait la purée, c'est nous qui alimentons l'enfant, c'est nous qui mettons la bouchée, la cuillère dans la bouche de l'enfant, et dans ces cas-là, il aspire et il avale. Tandis que les morceaux, c'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, c'est important d'avoir ça en tête. Et puis, voilà, il faut aussi en DME, donc c'est vraiment, on introduit les aliments comme bon nous semble, hein. Il n'y a pas d'ordre. D'abord les carottes, après la banane, c'est vraiment, voilà, comme il ferait simplement dans la nature, hein, comme on a toujours fait dans l'histoire de l'humanité, hein, cette histoire de contrôler autant. Et puis, donc voilà ce que je disais aussi au début, c'est qu'en fait on contrôle ou on offre, le cadre c'est plutôt la variété et la qualité, et lui va gérer la quantité. Donc voilà, donc c'est vrai que le mixte, voilà, il y a vraiment des choses importantes qui est ne surtout pas mettre d'aliments solides dans la bouche de l'enfant, qui est vraiment pour le coup un risque Ouais, faut vraiment que ce d'étouffement. soit lui qui gère pour pas qu'il fasse la confusion en fait, qu'il croit que c'est de la purée qui arrive et en fait c'est des morceaux quoi. Voilà, Mm, exactement. mm, mm. Et du Donc coup, ça pourrait engendrer un risque de fausse route ou d'étouffement. voilà, donc en fait il faut vraiment donc s'assurer que le bébé sache mâcher Ouais. et qui ne va pas essayer d'avaler tout rond les aliments, choisir des aliments de taille appropriée. Dans ces cas-là, on peut laisser d'abord explorer l'enfant avec de la nourriture qu'on propose en morceaux et puis après le nourrir. C'est Si on quoi veut du coup faire des choses. les morceaux de taille appropriés? Comment on sait que c'est la bonne taille? Alors, donc ça va dépendre du coup de la maturité de l'enfant. On va dire qu'au tout début, l'enfant va prendre les aliments avec sa main entière, avec son poing. Donc l'objectif, c'est que ça peut être des aliments qui ont au moins la taille de son poing, qu'il puisse vraiment prendre correctement. Donc ça peut être par exemple un morceau de banane, donc, Ouais. ou alors une banane entière pour laquelle on a enlevé la pelure à la moitié de la banane pour qu'il puisse même avoir une meilleure préhension. Ça peut être des gros morceaux de carottes cuites. Donc les aliments, c'est bien qu'ils soient mous, mais pas trop, parce qu'il faut qu'ils puissent le prendre. Ouais, faut pas que ça fasse de la purée quoi en fait. Voilà, faut pas que ça fasse de purée. C'est-à-dire qu'on peut tester, on peut mordre avec nos lèvres. Donc ça est censé pouvoir s'écraser, mais pas se réduire en purée dès que le bébé le saisit, quoi. D'accord. Donc voilà, ça peut être des rondelles de patates douces, ça peut être de l'avocat. Alors l'avocat, il peut être aussi il peut être difficile à prendre pour l'enfant. Ouais. Donc on peut laisser la peau en fait de l'avocat, des quartiers avec la peau. Ça peut être des morceaux d'ananas bien mûrs, ça peut être des morceaux de melon, c'est pas encore la saison, mais l'été va arriver. Ça peut être des pommes de terre, soit écrasées grossièrement, soit en morceaux. Ça peut être pêche ou abricot pour cet été. Ouais. Voilà. Ok. Donc au tout départ, en tous les cas, 6 mois quand on démarre, c'est et puis petit à petit, voilà. De toute façon, en fait, la période, ça passe vite. Après, on voit au niveau de l'appréhension de l'enfant, dès qu'il passe au niveau de la pince, on met des morceaux plus petits. Après, il arrivera vraiment à évoluer dans la taille, en fait. Ouais. Aline a vite eu une passion pour les petits pois. Les petits pois, Ah bah oui. ah ouais, c'était un truc de fou quoi. La pincine là, de pouvoir les attraper, tu vois, je faisais un petit riz cantonné là, elle adorait Ouais. attraper grain de riz par grain de riz, enfin c'était vraiment génial. Mhm. Euh, Du coup, oui, donc la première question que tu m'as posée tout à l'heure, c'était est-ce qu'on peut passer de la purée à la DME? Oui, Enfin, de diversification classique à la DME, ben oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a soit l'enfant, en fait, a commencé une diversification classique avant les 6 mois, et puis les parents ont envie de passer sur une DME. Soit l'enfant a plus de 6 mois, et puis ils ont commencé en classique et ils veulent passer en DME. Alors, ce qui sera important là, c'est que lorsqu'on passe d'une diversification. J'entends les oui. petits qui font du bruit. Je me dis, j'espère qu'ils vont pas ouvrir la porte. Lorsqu'on passe d'une diversification classique à la DME, ce qui est important, c'est qu'il faut changer de tout au tout. Justement pour éviter ce risque de confusion, de vouloir nourrir l'enfant, et pour lui, cette différence entre aspirer la cuillère qu'on lui amène et découvrir lui-même et nourrir. Donc ça, c'est important parce que vraiment, traditionnel, il se fait nourrir et il aspire. Et dans la DME, il se nourrit seul. Donc ça, c'est vraiment important de ne plus le nourrir. Et c'est lui, on va laisser bébé gérer seul les aliments. Donc, s'il est avant 6 mois, ça peut être intéressant de repartir sur une alimentation 100% lactée.
Ah oui, pour avant faire la de... Ah transition. oui, oui, d'accord, ok. Avant 6 mois. Ah Voilà, ouais, carrément. Si ok. par exemple, vous sentez que... Qu'on et a puis après, commencé à six trop mois, tôt, parce que de toute façon, ouais. avant six Mm. mois, ils ne pourront pas commencer la DME. Donc, s'il y Oui, a une volonté de passer la DME et que c'est avant 6 mois, bon, sauf problématique de oui, lait, bien sûr, etc. ouais, Mais ça, ouais. ce sont des cas particuliers. Mais sinon, le plus intéressant, ça sera de repasser sur une alimentation lactée. Et à 6 mois, et lorsque l'enfant est prêt et mature, on Ouais. peut Mm. passer sur la DME. Pour un enfant qui a déjà été diversifié et qui passe à la DME après 6 mois, il pourra sentir une certaine frustration. Parce que, évidemment, lorsqu'on donne de la purée, comme des biberons, C'est plus facile. eh bien, c'est plus facile. Il y a de plus grandes quantités qui arrivent en même temps. Donc, il peut y avoir une frustration. Donc, ça sera à gérer. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et puis aussi, une chose importante, si après 6 mois, même si c'est après 6 mois, et qu'on passe d'une alimentation classique à la DME, il faudra quand même commencer par les gros morceaux. Même si l'enfant a déjà développé une préhension plus fine, ça sera important de quand même commencer par les gros morceaux et puis d'évoluer en fonction de ça. Ok. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas plus de risque d'étouffement ou de fausse route avec la DME? Ah, donc ça, c'est effectivement une inquiétude, en fait, de la part des parents. Bon, généralement, ce sentiment d'inquiétude ne dure que on va dire, les 2 premières semaines. Donc ici, on va en fait distinguer l'étouffement d'un réflexe qui est tout à fait naturel chez l'enfant, qui est le réflexe vomitif. Donc l'étouffement, c'est lorsqu'effectivement l'enfant a ingurgité un objet ou un aliment qui va obstruer les voies respiratoires. Et donc là, il faut absolument l'intervention d'un adulte. Les signes qui montrent qu'on est dans un étouffement sont que le visage devient vite rouge, mais très vite bleu. L'enfant ne peut plus du tout respirer. Il n'a aucun son qui sort. Mm. Il a les côtes qui rentrent vers l'intérieur. Enfin voilà. Donc là, c'est vraiment rester calme. Enfin, de toute façon, là, c'est encore un autre sujet, mais rester calme et faire Oui, les manœuvres de désobstruction nécessaires c'est pour faire ça. ressortir l'objet. Formez-vous aux gestes de premier Euh, secours. Et donc, c'est Mm. une des conditions de sécurité, de toute façon, en général, pour l'alimentation, mais pour tout, c'est vraiment de se former, les parents, ça serait intéressant, voilà, ils se forment de toute façon aux gestes de premier secours, ça c'est sûr. Il n'y a aucune preuve qui montre que la DME augmente le risque d'étouffement. Souvent, la plus grande fréquence des épisodes d'étouffement sont plus avec des purées grumeleuses par Mm. rapport à l'alimentation, ou tout ce qui est amuse-gueule, cacahuètes, Ouais. noisettes, etc., Ce qu'il n'est pas censé par manger. mégarde Ouais. prendre un enfant qui n'est pas censé manger. Mm. En revanche, il existe le réflexe vomitif. Donc le réflexe vomitif, c'est qu'en fait, c'est une magie de la nature, comme parmi tant d'autres. À sa naissance, en fait, la bouche du bébé est conçue pour ne pas pouvoir avaler d'aliments solides. Donc, il a une sorte de haut-le-cœur qui va rejeter les corps étrangers dès qu'il rentre en contact avec la langue. Donc plus l'enfant va grandir et plus ce réflexe en fait va s'éloigner vers l'arrière de la gorge. Au tout début, vraiment dès qu'il approche quelque chose de sa bouche, donc devant les lèvres, là, il va avoir ce réflexe. Donc en fait, quand l'enfant essaie d'avaler un morceau qui est trop gros, il y a tout un ensemble de mécanismes qui se mettent en place pour protéger l'enfant de l'étouffement, qui est ce réflexe vomitif. Donc soit en fait la langue va repousser l'aliment vers l'avant et puis l'enfant va le recracher, ou le fait revenir devant pour continuer à le mâcher, en fait. Il y a un autre système, un autre mécanisme qui peut être mis en place, c'est le bâillement. L'enfant bâille et en fait, il ramène la bouchée vers l'avant. Et puis, il y a le réflexe vomitif, où là, lorsque le morceau est trop dur, trop gros ou trop collant, il a une sorte de haut-le-cœur qui fait qu'il expulse l'aliment. Donc, en fait, les signes qui se manifestent, en fait, il bouge la tête, il a des sortes de mouvements de tête et de langue. C'est comme s'il allait vomir, ou même parfois d'ailleurs il vomit. Il pleure, il chouine, il devient un peu rouge, il émet des sons, en fait. Tout ça, c'est des différences aussi par rapport vraiment à l'étouffement. Donc, dans ces cas-là, au départ, la première fois, les 2 premières fois, c'est toujours un peu impressionnant, mais on s'aperçoit qu'en fait, l'enfant gère. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surtout rester calme. Plutôt visage détendu pour pas montrer à l'enfant qu'on est stressé alors que lui-même ne l'est pas, parce que de toute façon c'est un réflexe naturel. Et surtout ne pas le toucher, ne pas le sortir de sa chaise, juste voilà, ne pas lui donner à boire, juste l'encourager doucement, et puis il s'agit de quelques secondes, de toute façon ça va quand même relativement vite. Oui.
Donc voilà, mais comme je disais, ce sentiment d'inquiétude est tout à fait normal et il ne dure que les premières semaines. Après, on fait vite confiance à son enfant. Une question qui revient très souvent, c'est que faire si mon bébé est en garde? Si je le confie à une assistante maternelle ou à une structure collective qui ne pratique pas la diversification menée par l'enfant. Bon, alors, c'est clair que c'est une question qui revient souvent en fait, que si l'enfant est en garde, que ça soit crèche, même en milieu familial avec les grands-parents, une nounou. Alors, la DME peut se pratiquer, oui, mais évidemment, il faut certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui prend en charge l'enfant, donc l'éducatrice, le grand-parent, la nounou, doit avoir accepté cette méthode. Soit bien renseignée, et puis et compris un peu la philosophie de la DME et fasse confiance aux habilités de l'enfant. Donc là, en fait, soit ce sont des personnes qui sont déjà OK avec ça, qui se sont déjà informées, il n'y a pas de souci, mais c'est pas toujours le cas et c'est loin d'être toujours le cas. Et bien dans ces cas-là, et si le parent vraiment tient à ça, il faudra qu'il puisse vulgariser en fait ce qu'est la DME. Donc s'entretenir avec la personne qui va garder l'enfant, peut-être lui donner, donc lui expliquer ce que c'est, lui donner des détails, bien expliquer la méthode et la façon de se servir des aliments. Parler du réflexe vomitif, mais sans ne parler que de ça pour pas apeurer la personne qui garde. Il peut être intéressant de suggérer la lecture. Alors certaines personnes n'aiment pas trop se voir en fait se faire imposer des façons de faire, ni de lecture. Donc on voit comment ça se passe. On essaie d'agir de manière pédagogue et voilà, et lui proposer si ça l'intéresserait de lire un peu seul. Donc pour ça, il y a de plus en plus de livres. Moi j'aime beaucoup le livre de Émilie Pinard, la Bébé mange seul. Et son site aussi. D'ailleurs, elle a un petit dossier, je crois, PDF gratuit sur son site, là, Bébé mange seul, destiné justement aux personnes qui vont garder un bébé qui est en DME. Qui est vraiment super. En plus, elle a un site internet et puis après, il y a pléthore aussi de groupes Facebook sur lesquels les parents échangent avec des idées de recettes. Donc, vraiment là-dessus, on peut trouver... Mais dans le mail, je mettrai quelques ressources, justement. Oui, super. Donc voilà, et après, justement, se posera la question de savoir que si le moyen de garde n'est pas OK, ou enfin ne veut pas faire la DME, est-ce que le parent peut pratiquer le mixte sur les repas à la maison et le repas à l'école et dans ces cas-là, on revient à cette histoire de mixte, oui, mais toujours avec des choses très importantes. Lorsqu'on pratique la DME à la maison, ne surtout jamais rien mettre dans la bouche de l'enfant. Voilà. J'ai une maman qui m'a posé la question de l'introduction des allergènes, en particulier le lait de vache. Elle me demandait si... c'est un bébé allaité alors? Oui, c'est un bébé allaité qui a 8 mois. Elle voulait savoir si elle avait besoin d'introduire le lait de vache ou pas. Et la question aussi des allergènes. Voilà. D'accord. Avec lesquels... Alors, donc d'abord, juste pour la question précise de la maman, c'est un bébé qui continue d'être allaité, je suppose, si elle a été en allaitement avant. Donc un besoin d'introduire le lait de vache, non. N'est-ce pas? Clairement. Parce que déjà, son lait à elle lui apporte tout ce qu'il faut au niveau lacté, donc il n'y a absolument aucun besoin d'introduire le lait de vache. Ensuite, alors par rapport effectivement aux allergies, donc c'est un sujet délicat parce qu'en fait, même les professionnels de toute façon de santé ont des opinions différentes. La recherche médicale ne cesse en fait d'avoir de nouvelles conclusions, donc ça sera un peu à nous, à chaque parent de faire son opinion. Et d'introduire par rapport à l'introduction des produits qui sont plus allergènes. En fait, ce qui est sûr, c'est que ce qui a été prouvé, c'est que quand même, l'introduction, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre trop pour introduire des aliments supposés être allergènes.
Donc là, c'est vraiment un cas spécifique, j'ai envie de dire, pour chaque enfant. Ça dépend un peu de l'antécédent et de son antécédent à lui et de l'antécédent de la famille. Est-ce qu'il existe des cas déjà d'allergie alimentaire chez l'enfant, chez les parents, la fratrie? Est-ce que le bébé a de l'eczéma, de l'asthme? Donc il y a plusieurs... donc en fait, j'ai envie de dire que ça peut être introduit dès le début. Ce qui peut être fait pour peut-être des personnes qui veulent faire plus attention, c'est d'introduire un par un les aliments qui figurent dans la liste des aliments allergènes en fait, des allergènes. Donc, ils peuvent introduire cet aliment, le proposer pendant quelques jours et voir comment l'enfant réagit. Donc les produits que l'on considère potentiellement allergiques, il y a effectivement tous les produits à base de lait de vache, le lait en général, mais ça peut être aussi les arachides, le soja, certaines noix, la moutarde, les aliments qui contiennent des sulfites. Donc ça, bon, on va évidemment prioriser des aliments les plus bruts possibles et bio. Ça peut être le blé avec le gluten, les œufs. Le sésame, les fruits de mer. Bon, enfin, de toute façon, il y a des listes qui existent. Oui. Voilà. Mais ça, ce sont les 10 allergènes souvent qui posent problème. Et puis, voilà. Et puis, on voit comment l'enfant réagit. Souvent, de toute façon, les allergies de la petite enfance durent un certain temps et disparaissent après, vers 6-7 ans. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est pas, ça ne veut pas dire un bébé allergique à un aliment le restera toute sa vie, loin de là. Moi, j'ai eu l'expérience d'Aline avec l'aubergine, tu vois, qui n'est pas forcément... Enfin, on se méfie pas forcément de l'aubergine. Elle est l'air toute mignonne dans sa robe violette. Et puis Aline avait fait une grosse réaction cutanée tout autour de la bouche. Elle avait sorti des plaques rouges, elle avait boursouflé et tout. On est au début de la DME, donc elle va avoir 8-9 mois par là. Et ça a duré, on a arrêté de lui en proposer pendant quelques semaines, tu vois. Et puis en fait, elle n'est pas allergique à l'aubergine aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, c'est ça. Moi aussi, j'ai vu des parents qui sont confrontés avec des allergies d'enfants qui n'étaient pas du tout des produits à haut potentiel allergène et qui, en fait, qui ont un certain temps étaient complètement réactifs à certains aliments. Donc, c'est sûr que c'est pour ça. Chaque enfant est vraiment différent. C'est ça. Qu'est-ce que on a parlé de ça. Ah oui, j'avais une maman qui se posait une question un peu sur l'organisation au quotidien et qui se demandait combien de repas par jour elle doit proposer à son bébé. Son bébé a 6-7 mois, tu vois, on commence la DME. Est-ce qu'on commence direct par petit déjeuner, dîner, est-ce qu'on saute le... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, en fait, à 6-7 mois, c'est quand on démarre la diversification. Donc, de toute façon, on est censé... Alors, c'est un bébé allaité ou au biberon? Parce que si c'est un biberon, il est déjà, je pense, calé, déjà par des rythmes, parce que souvent, c'est ça. Si c'est un bébé allaité, on est toujours sur l'allaitement à la demande. Donc là, l'enfant se nourrit dont il a besoin. Et de toute façon, comme dans un premier temps, la DME est une découverte, en fait, on peut proposer à l'enfant, pendant qu'on va à table, d'être avec nous, et de lui offrir à ce moment-là de découvrir certains aliments, mais il aura envie ou pas envie. Ça ne sera pas forcément en fait à ce moment-là qu'il aura envie de se nourrir, mais de toute façon, il pourra quand même éveiller sa curiosité avec ses aliments, avec ses 5 sens. Donc à cet âge-là, on n'est pas sur 3... en tous les cas, si on est sur un bébé qui a été allaité en plus, sur des rythmes très séquencés, avec des séquences comme ça de 3 repas par jour. Donc il n'y a pas de... Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup, on parle de quelque chose de très instinctif qui est la DME, qu'on va essayer de caler sur quelque chose de très social qui est l'heure des repas matin, midi et soir. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment et c'est la DME avec ma fille qui m'a fait poser la question et l'allaitement aussi parce que Aline, elle tétait quand elle voulait et elle mangeait quand elle voulait. Alors oui, effectivement, quand on passait à table à midi, elle avait pas envie de manger, mais à 14h, elle aurait bien grignoté un truc. Et puis oui, effectivement, on se pose la question de est-ce que c'est juste cette idée de repas à heure fixe? Ça, oui. Voilà. C'était un grand questionnement pour moi parce que, en général, par rapport à tout ce thème de l'alimentation, parce qu'effectivement, nous, le fait de se nourrir 3 fois par jour, c'est aussi par rapport à notre rythme de vie. On doit travailler, on a
on a des activités à l'extérieur, voilà. Donc on est bien un peu obligé de rythmer notre journée avec les repas. Et puis, il sera intéressant d'amener nos enfants à le faire peu à peu parce qu'eux-mêmes sont dans cette société et vont devoir le faire. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, vraiment, c'est important, comme tu disais que tu faisais avec Aline, c'est que vraiment l'enfant n'a pas ce besoin d'être nourri 3 fois par jour et il peut avoir faim en fait entre les repas. Et c'est toujours, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu le cadre qu'on propose, c'est-à-dire que si un enfant n'a pas faim au moment où on le met au repas, en principe, il n'y aurait vraiment pas besoin de le forcer. Il aura peut-être faim 1 heure après. Et c'est quand même dommage d'être là à vouloir forcer son enfant à manger à 12h30 parce que nous, c'est l'horaire qui nous arrange. Bon, là, évidemment, je parle d'un contexte où on est avec l'enfant à la maison ou dans ce temps de confinement où on a un peu plus de temps. Mais sinon, je sais que parfois on n'a pas le choix, l'enfant est en garde ou on a des activités à faire, mais l'enfant peut très bien avoir très faim 1 heure après notre heure de repas et se nourrir très bien. Donc après, ça peut être un choix aux parents intéressant de proposer de laisser à disposition de l'enfant des possibilités de se nourrir, mais j'ai envie de dire que là c'est le cadre, et le cadre c'est qu'on laisse à disposition des aliments sains, c'est-à-dire qu'on peut dire à l'enfant, peut-être un peu plus grand on parle, mais là à ce moment-là tu n'as pas faim, ok, soit je te laisse l'assiette et tu viendras la manger quand tu auras faim, soit tu peux aller son libre service entre guillemets, ou des fruits ou des graines, là on parle d'enfants plus grands, attention, oui, bien sûr. Mais là on parle du concept de ces 3 repas par jour. Donc voilà, parce que si c'est pour aller manger des biscuits ou des sucres, évidemment, là, ça n'a plus aucun intérêt nutritionnel d'être à l'écoute de l'enfant parce que c'est comme quoi l'attirance. Donc oui, c'est un réel questionnement. Chacun fait surtout du mieux qu'il peut en fonction de son rythme de vie, de sa possibilité. Voilà, c'est vraiment. Ça demande de sacrées compétences quand même, hein. Parce qu'il faut des compétences en nutrition, en neurosciences, en parentalité, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Hein? Et puis on doit, avec des convictions, aussi lutter contre les convictions des autres qui viennent nous donner sans qu'on leur demande. Mais oui, c'est ça. Donc, le parent, après, moi, un principe qui est très important pour moi, c'est aussi de ne pas se culpabiliser sur ce qu'on fait ou on a pu faire. Chacun fait du mieux qu'il peut, et avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, parce qu'après, ça peut changer dans 10 ans, et puis on se dit, mince, j'ai mal fait, mais bon, voilà, quoi. Soyons bienveillants envers nous-mêmes. C'est un peu mon message, c'est un peu mon leitmotiv de déculpabiliser. Là, je vais tourner une petite vidéo justement pour parler de mon expérience de maman avec la diversification classique que j'ai fait avec Matt et avec celle d'Aline, et je culpabilise pas du tout d'avoir fait ce que j'ai fait avec Matt, parce que c'est ce qui m'a permis de faire mieux pour Aline, et puis c'est ce qui m'a permis aussi de me remettre en question, et c'est ça en fait le truc, c'est d'être capable de se remettre en question sans se juger, quoi. La DME, c'est pas la bonne méthode pour tout le monde. Par contre, voilà, c'est important que ceux qui veulent s'y mettre soient bien informés et le fassent en conscience, quoi. Voilà. Il y a juste une petite chose sur lesquelles, peut-être, on en a parlé au fur et à mesure de l'entretien, mais qui sont les mesures de sécurité, en fait. Oui, dis-moi. Par rapport à la DME. On les a déjà évoqués. Vraiment, la règle la plus importante, c'est qu'un enfant qui est en DME, donc qui découvre les morceaux, c'est de ne pas les toucher. D'accord, ne pas les toucher, et surtout ne pas rien mettre dans la bouche de l'enfant. Donc ça, je l'ai dit plusieurs fois. Aussi, une chose, c'est que l'enfant doit rester assis. Il doit manger en position assise. Donc il faut que ça soit une chaise haute avec un dossier droit. Il ne faut pas que ça soit incliné. Ou alors le bébé assis sur les genoux du parent. C'est aussi possible. Évidemment, et donc la nourriture appropriée, donc on commence par les gros morceaux, et donc ça, dans les livres et les suggestions de liens, ils trouveront ce qu'il faut, mais voilà. Ce que tu disais qui est important aussi, les cours de premier secours, que ce soit d'ailleurs pour l'alimentation, pour tout accompagnement, c'est important savoir quels sont les bons premiers gestes. Il y a aussi, mais ça c'est pareil, c'est comme dans tout l'accompagnement, mais toujours garder un œil sur son bébé qui mange. Voilà. Et puis il y a aussi un petit truc, c'est qu'on peut vérifier la bouche de l'enfant après avoir mangé. On passe un doigt en fait juste entre la lèvre et les gencives, voir s'il n'y a pas de petits morceaux qui sont restés coincés. Ça m'est déjà arrivé avec un abricot, ça. Voilà, un petit morceau coincé. Oui.
Et oui, puis Alors, peut-être 20 minutes, 30 minutes après le repas, je la vois qui se met à vomir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'était une ah peau oui, d'abricot qui était restée collée au ah palais, la ouais. peau, ah oui, oui, oui. Mm. C'est pour ça qu'au départ, oui, on va plutôt essayer de peler les fruits Mm. pour éviter que ces petites pelures C'est qui peuvent ça. rester adhérées en fait, soit au palais. Ouais, On ouais, ouais. apprend, on apprend. On apprend, c'est clair. Ok. Je voulais juste, moi, juste rajouter une petite chose parce que je vois souvent passer sur les groupes Facebook des mamans qui se demandent de quels équipements elles ont besoin pour commencer la DME. Rien, en fait. Elles ont besoin de Ben rien. voilà, Elles ont juste besoin d'un bébé, éventuellement d'un grand drap ou une toile cirée sous la chaise haute, d'une chaise ouais, haute ou d'un chien ou d'une balayette. voilà, ou un chien, ça marche bien. Balayette. Mais n'achetez pas un chien pour la DME, hein, on est bien d'accord. Euh, et c'est tout. Enfin, parce que je vois beaucoup Oui, de c'est clair. publications passer d'assiettes à ventouses, de machins, de bidules, de cuillères ergonomiques, enfin, moi, j'ai pas fait Ouais, avec ouais. tout ça. Au début, j'ai présenté directement sur la tablette de la chaise haute. Mhm. Et après, j'ai mis des assiettes en plastique là, de chez Ikea classiques au début. Mais elle avait 8-9 mois, tu vois. Nous, on a commencé assez Mhm. tard, hein. Euh, et je suis très vite passée à la vaisselle cassable. Ouais, Parce que on pratique un petit peu la méthode Montessori chez nous. ouais, Donc ouais. c'était important qu'elle se rende compte que quand quelque chose tombait par terre, il y avait des chances que ça revienne pas en entier. Mhm. Mhm. Et elle se débrouille super bien. Voilà, donc vous n'avez besoin de rien de particulier à part un bébé, une chaise haute et un peu de ménage à faire, quoi. Mais c'est tout. Voilà, n'investissez Exactement. pas et gaspillez pas de l'argent dans des conneries. Mhm. Oui, c'est un bon point à préciser. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Sandy? Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon premier tour d'horizon. Ouais, il y Euh, aura certainement des donc questions après, qui si les reviendront. personnes ont des questions, voilà, c'est ça. Après, ils auront aussi mes coordonnées, donc il n'y Ouais, a pas je de vais souci. Il y a laisser. des questions plus particulières il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Ok. Bon, merci, Sandy. À bientôt. Bah, merci à toi. À bientôt. Allez, Au revoir Marie. Et salut. joyeux anniversaire. Oui, merci. Salut.